de Gomain, je suis conservateur du patrimoine aux Archives nationales et je travaille là-bas depuis 4 ans en tant qu'archiviste. Je classe des fonds d'archives. Je suis commissaire d'exposition d'une exposition sur Simone Veil qui est actuellement à la mairie de Paris. Je pense qu'on peut définir Simone Veil comme une femme culottée. Quand elle était en camp de concentration, elle a été repérée pour sa beauté par une des gardiennes du camp qui lui a proposé d'améliorer ses conditions de vie en étant envoyée dans un camp de travail avec des conditions plus faciles. Et elle a tenu à ce que sa mère et sa sœur l'accompagnent, sinon elle n'y allait pas. Et elle a obtenu gain de cause. Donc ça, c'est quand même y aller au culot. Et pour la petite histoire, quand elle est partie en Allemagne après sa déportation et à la fin de ses études en 1949, elle a demandé à visiter une des usines dans lesquelles elle avait travaillé, en fait, dans une usine de Siemens, l'entreprise du camp de travail dans laquelle elle avait été envoyée avec sa mère et sa sœur. Et dans sa lettre, elle indique que c'est en tant qu'ancienne qu'elle aimerait visiter cette usine Siemens à Stuttgart. Donc plusieurs fois quand même, elle fait preuve d'un certain culot et d'un certain cran, alors qu'elle est quand même assez jeune. On n'a peut-être pas besoin de dire que Simone Veil est une femme engagée. Enfin, tout le monde le sait. Elle est engagée sur de très nombreux plans. Notamment, elle a commencé par son engagement en faveur des détenus quand elle était à l'administration pénitentiaire, qui est aussi une des marques, dans la suite de sa déportation, une question très importante pour elle, que les détenus, les prisonniers soient vraiment considérés. Et puis cette humanité qu'il a définie depuis toujours se poursuit aussi dans sa recherche de l'égalité entre les hommes et les femmes, que ce soit par toutes les lois qu'elle a poussées en tant que ministre de la Santé, mais aussi par exemple au Parlement européen où elle intervient contre les viols en Bosnie pour demander l'intervention des pays européens. Une femme, sa mère Yvonne Jacob, qui a été pour elle un modèle. Donc, sa mère est morte en déportation en mars 1945. Donc assez vite en fin de compte, et puis comme Simone était la dernière, c'est peut-être celle qui l'a le moins connue, et pourtant qui a tissé une relation avec elle très très forte, à tel point qu'elle faisait tout pour rester avec sa mère le plus longtemps possible, sur ses genoux, à proximité d'elle, à prendre sa défense parfois quand elle trouvait que son père était un peu trop autoritaire. Et puis sa mère lui a laissé quand même une chose, un élément très important qui est de travailler, parce qu'elle-même avait été empêchée par son mari pour s'occuper de sa vie, de s'occuper de sa famille, de ses enfants, de son mari. Donc elle n'avait pas poursuivi les études qu'elle avait commencées avant son mariage. Et elle a toujours demandé à ses filles, et Simone Veil le répétera régulièrement, de mener des études et d'avoir un travail qui permette d'être financièrement indépendante. Je pense qu'il y a un mot qui la définirait, c'est l'indépendance, je viens de le dire. Alors, indépendance financière, parce que justement, elle a voulu à tout prix avoir à faire des études, à mener une carrière. Pas forcément la carrière qu'elle aurait souhaitée au tout départ, parce que avec son mari, il a fallu trouver un compromis pour que finalement elle entre dans la magistrature, à défaut d'être avocate. Mais elle a tenu jusqu'au bout pour exercer son travail. Indépendance aussi d'esprit, ne pas tenir compte de ce que les autres pensent d'elle. Et puis une indépendance politique. Elle sait qu'elle a été très tard affiliée à un parti politique et elle a vraiment fait ce choix de ne pas se couler dans des moules, de répondre à la demande d'un parti en prenant en fait ce qui était bon d'un côté ou de l'autre. Elle était très sensible à la question. Peut-être pas, à son époque c'était peut-être moins prégnant, mais en tout cas, oui, la façon dont elle prenait un peu la défense vis-à-vis de sa mère et vis-à-vis de son père qui avait parfois une autorité, qui était juste une autorité, l'autorité du mari pour cette époque-là. Je pense qu'elle aurait vraiment pris à cœur de défendre ces femmes qui sont victimes des violences conjugales, d'autant que c'était quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Elle a vécu 67 ans avec son mari et c'était un couple formidable qui s'est beaucoup soutenu, ils ont avancé ensemble. Donc c'est vraiment, je pense, quelque chose qui la dépassait complètement de se dire qu'une femme pouvait être victime de violences de la part de son conjoint.